Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on est en compagnie de Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty, figure mondiale de l'immobilier de prestige dont la parole est rare, précieuse, écoutée à Paris comme à New York ou Miami. Avec Laurent Demeure, cap aujourd'hui sur les vignes, les chais, les appellations et surtout les projets viticoles. Car acheter une propriété viticole, ce n'est pas seulement investir dans les rangs de vignes. Car acheter une propriété viticole, ce n'est pas seulement investir dans les rangs de vignes. C'est souvent un projet de reconversion, une quête de sens ou une volonté de transmission. Et le marché en 2025 est plein de paradoxes. Des prix qui reculent dans certains bassins, des volumes en hausse sur d'autres, l'essor du bio et un intérêt croissant des jeunes investisseurs. Laurent Demeure, bonjour. Bonjour Marc. Et ravi d'être avec nous aujourd'hui. Laurent, comment est-ce que vous analysez l'évolution du marché des transactions viticoles en 2025 ? Volume en hausse sur certains segments, mais des prix parfois en baisse. Tout à fait, c'est un marché particulier, c'est un marché qui tient très à cœur aux Français. Quand on parle de vin, on parle pour n'importe qui dans le monde, quand on parle de vin, on parle de la France. C'est ça. Voilà, ouais. Donc c'est l'art de vie à la française. La France reste une destination mondiale, reste la référence mondiale. Et la France aujourd'hui est en compétition. Et oui, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Et effectivement, il y a des moments dans la compétition où ça peut faire des ajustements de prix sur certains vignobles qui ont peut-être voulu se développer trop vite, Ouais. qui ont peut-être voulu aller un peu trop de production. On peut penser à la région bordelaise actuellement. Ouais. Et on voit bien que l'Australie produit du Shiraz très valorisé. Ouais. On voit les vins chiliens, la régularité des vins chiliens. On voit aussi les États-Unis. Tout le monde parle naturellement de Napa Valley, mais il y a aussi la vallée de Sonoma qui est à côté, que personnellement je préfère, qui est une plus belle vallée, je trouve. Et donc, il y a une dimension marketing qui rentre en jeu aussi, parce que tous ces nouveaux territoires du vin, ils savent très bien marketer leurs produits. Et la France reste sur son histoire, sur son stratégie, sur son aura. Patrimoine aussi. Mais c'est comme une vieille entreprise. Il faut aussi savoir la renouveler, la réinventer. Les nouveaux entrants qui rentrent et se réadapter. Alors justement, quels sont aujourd'hui, selon vous, les bassins viticoles les plus attractifs pour les investisseurs, aussi bien en France qu'à l'étranger ? Alors, j'en ai un petit peu parlé, évidemment. Quand on parle de vin, on parle de Bordeaux, la région bordelaise. Effectivement, c'est une région qui, aujourd'hui, se retrouve un petit peu avec des prix très élevés, des prix qui peut-être aujourd'hui sont peut-être sur certains domaines un peu ambitieux. Voilà le terme que je vais utiliser, et une production qui est aujourd'hui stockée un petit peu forte aussi. Ouais. Donc l'offre commence à être un petit peu surabondante, et ce qui fait que on voit par exemple la clientèle internationale, notamment les Chinois, les Américains, qui vont se détourner, qui vont progressivement aller vers d'autres vignobles. Ouais. On voit la région du Beaujolais qui remonte et qui prend et tous les vins de Bourgogne aussi. La région de Bourgogne est aujourd'hui assez le vent en poupe. C'est un petit peu la rive gauche par rapport à Paris, rive droite. Exactement. Voilà. Donc, Bourgogne. Et aussi, je dirais tout le sud. Ouais. Le sud avec les rosés, mais aussi les rouges de Provence, les Provence, les bandoles. Et tout ce sud où là, on a une approche très différente et qui est animée par des grands groupes internationaux comme les Vuitton, des grands groupes, des grandes marques qui viennent investir parce que c'est une nouvelle approche du vin qui correspond plus aux millennials aussi. Ouais. Donc, on voit que ces bouleversements, et comme je vous l'ai cité aussi, les vins de Sonoma, les vins du Chili, les vins d'Australie qui rentrent sur ce marché. Ouais. Donc, aujourd'hui... On voit aussi les bassins, notamment italiens et espagnols, remonter. Exactement, et j'ai oublié, j'allais parler de la Toscane, évidemment. Ouais. Les vins de Toscane, je dirais, c'est des vins qui aujourd'hui sont extraordinaires. Absolument, qui s'améliorent énormément. Par rapport à il y a une vingtaine d'années, voilà, et qui on n'est plus du tout la même... Et qui sont sur des prix très raisonnables aussi sur certains. C'est ça. Ouais. Voilà, les vins italiens, aujourd'hui... rentrent dans la compétition, et les vins espagnols qui avaient à l'époque une image un peu de vin trafiqué, on va dire. Voilà. Mais aujourd'hui, les vins espagnols ont travaillé, les Rioja notamment. Ils ont exactement travaillé leur qualité. Et ils viennent vraiment en concurrence avec la France. Vous n'avez pas parlé du champagne. Ah, le champagne, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. J'ai oublié le champagne.
la marque incontournable. Alors là, sur le champagne, je crois que tout le D'autant monde qu'on a essaie de vu, faire des pétillants. On a vu une extension d'ailleurs du territoire Champagne il y a quelques années avec la vallée de la Marne notamment qui est rentrée dans l'appellation Champagne et qui change un petit peu la donne. Oui, mais par exemple, si je suis en Italie l'été, vous allez prendre un très bon vin pétillant italien, Oui, un spumante, pour pas donner de région, je veux dire un spumante. Ouais. Mais si vous sortez une bouteille de champagne, vos invités italiens vont faire du champagne. Ah oui. Il y a encore, voilà, c'est le rat. C'est-à-dire, c'est comme si vous arrivez. Et le champagne qui est attaqué par des nouveaux marchés. On l'a vu récemment, les États-Unis qui essayent de mettre un petit peu en avant leur pétillant. Tout le monde veut mettre des pétillants. On va parler de pétillants pour simplifier, mais tout le monde essaie. Mais la méthode champenoise, l'aura des vins de Champagne, quand vous dites on va fêter un succès, on sort une bouteille de champagne. C'est ça. Voilà. Ouais. Que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, en France, aux États-Unis, partout. Vous pouvez sortir un cava espagnol ou un prosecco italien. Ou un freixenet espagnol. Ce n'est pas la même chose que sortir une bouteille de champagne. D'un coup, vous rentrez dans un autre univers. Laurent, on va revenir en France, on va revenir dans le Bordelais avec les vignes rouges génériques qui sont tombées sous 10 000 euros l'hectare. C'est une chute historique. Comment on explique cette situation ? Je crois que Bordeaux, je ne veux pas donner des leçons, moi je ne suis pas vignoble et là-dessus je ne suis que dans mon domaine, mais je pense que Bordeaux, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu comme les vieilles entreprises. On domine le marché, on pense qu'on est resté les meilleurs et on n'a pas fait attention. Les meilleurs et on ne regarde pas ce qui se passe autour. Voilà. C'est ça. Hein. Voilà. Et il y a de la compétition. Et cette compétition, aujourd'hui, elle est dynamique, elle est active, elle utilise les réseaux sociaux, elle utilise les influenceurs et elle bouleverse les codes traditionnels. Et il y a une nouvelle clientèle qui arrive, qui n'a pas la même éducation des vins aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et cette nouvelle clientèle, je dirais, elle est séduite aussi par la communication et le marketing et le côté TikTok et autres. Ça va les attirer et il faut aussi se mettre à ça. On ne peut pas rester en se disant on a nos savoir-faire et on laisse le marketing aux autres. Le vin blanc, les petits terroirs bio, ils progressent aussi. Cette mutation, est-ce qu'elle modifie les cartes du prestige viticole ? Les vins bio, c'est une approche aujourd'hui où je dirais qui donne un aspect marché de niche. On est content de trouver un petit vin bio, un producteur local, où on cherche la qualité. Et c'est vrai que c'est surtout la mise en place d'un processus de qualité sans pesticides, sans rajouts. Voilà. Et ça séduit une clientèle qui est à la recherche de nouvelles expériences. Parce que le vin, c'est aussi de l'expérience. Et on n'a pas parlé, j'ai oublié, on n'a pas parlé des vins suisses aussi. Ah oui, c'est vrai. Et les vins du Valais, qui sont absolument extraordinaires aussi. Qui sont moins connus. Hein. Ils sont moins connus parce que la Suisse, ils ont compris que leur vin était très bon et ils les gardent pour eux. Ils le gardent pour eux. Voilà. Vous savez, il y a d'autres régions françaises qui se mettent à la vigne, notamment le vin blanc des Terrils, dans le Pas-de-Calais. Exactement. Et le Nord, qui sont a priori des vins, moi j'en ai goûté un récemment, qui est assez surprenant en qualité. Les domaines en agriculture biologique représentent aujourd'hui 20% du marché. Est-ce que ça influence la valorisation et la liquidité des biens ? Bien sûr que une part de marché de 20%, ça a forcément une influence sur le marché général. Bien sûr. Voilà. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avant, le vin, s'il y avait le prestige ou la performance, aujourd'hui, un nom ne suffit plus. Avant, un nom suffisait. Aujourd'hui, un nom sans bilan, c'est un château de sable. Il faut un habitat aussi. Ah oui. Voilà. Donc, le vin devient aussi, la vigne devient aussi une destination, l'écotourisme. Un domaine, aujourd'hui, il s'ouvre avec... il faut allier le soleil, il faut allier Instagram, ça devient un hôtel, un séminaire, une salle de mariage. Donc, tout est en train de changer. Ce n'est plus qu'une œuvre, ce n'est plus seulement une œuvre, c'est aussi une entreprise. Et il faut bien l'avoir en tête. Qui sont les acheteurs aujourd'hui ? Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on est plutôt sur des jeunes en conversion, des professionnels, des investisseurs internationaux ? Il y a toujours une redistribution des cartes sur les acheteurs, il y a des mutations, et les anciens, les personnes qui pensaient que faire... Vous savez, il y a beaucoup de cadres qui se disaient tiens, je vais ouvrir un bistrot à Paris où je vais acheter un vignoble et je vais faire du vin. Ouais. Ce sont des métiers. Des métiers. Ouais. Ce sont des métiers à 360 degrés. Ouais. Il faut connaître le produit. On se lève pas un matin en disant ah tiens,
Voilà, Ouais. exactement. Déjà, il faut connaître le produit, Ouais. il faut être un entrepreneur, il faut maîtriser la technologie, il faut maîtriser le marketing, il faut maîtriser le rapport à la terre. Ouais. Il y a tellement de paramètres aujourd'hui. Et tiens, d'ailleurs, est-ce que vous observez, vous, un retour de l'acheteur passionné? Oui, on a des acheteurs passionnés. J'ai en tête quelqu'un que je connais, j'ai rencontré, qui vient d'acheter un vignoble parce qu'il est passionné, parce qu'il a travaillé dans ce domaine. C'est une passion. Après, il faut être capable aussi de vivre de sa Passionné, passion. voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des grands groupes aujourd'hui, il y a des groupes comme le LVMH qui rentrent sur ces marchés, qui achètent beaucoup sur les rosés, sur la Provence. Et ce passionné, il est aussi intéressé par le placement, du coup, selon vous? Ou c'est un autre type de... Je pense que le passionné voit d'abord sa passion et espère vivre de sa passion. Et à un moment, il réalise que la passion, il faut lui ramener de la rentabilité. Parce que si les domaines sont trop petits, si les vignobles sont trop petits, la rentabilité est plus difficile à aller chercher. Alors après, on peut rentrer dans les micro-marchés, comme on a parlé justement tout à l'heure des vins bio, mais il faut aussi trouver sa rentabilité. On voit aussi les SCPI viticoles qui séduisent de plus en plus les investisseurs. Est-ce que ce modèle, il vous paraît solide et porteur? Oui, je pense. J'ai pas un avis au sens où je personnellement. Il y a aussi les groupements forestiers viticoles. Voilà, des choses comme ça mais je pense fonctionnent bien. qu'avoir un marché de niche de la SCPI viticole, c'est une bonne diversification de ses placements. Ça peut séduire par votre côté investisseur en disant voilà, moi j'ai une passion pour le vin et j'ai choisi une SCPI viticole. Oui, c'est ça. Ouais. Et en même temps, des vrais professionnels qui analysent et qui investissent, je dirais, c'est peut-être une manière de ne pas se tromper et si on s'était uniquement guidé par sa propre passion. Tiens, est-ce que la fiscalité française, c'est encore un levier d'attractivité pour les projets viticoles patrimoniaux? La fiscalité française, un levier d'attractivité? Eh oui, je ne sais pas, c'est une question. C'est la première fois que j'entends comme cette question. Oui. Voilà, on entend plutôt Donc, la fiscalité française est plutôt un frein à l'attractivité. Oui, excusez-moi, c'était bien ça. C'était bien ça. Est-ce que c'est un frein? La fiscalité française est toujours un frein parce qu'elle est complexe, elle est changeante et elle ne permet pas de se projeter sur du long terme, malheureusement. Alors que quand on rentre et qu'on a envie de s'offrir un domaine viticole pour un investisseur international, on a une vision long terme. On n'investit pas dans le vin pour un an pour faire une sortie dans 2 ans. Ouais. Donc, on a une vision long terme. Et donc, c'est toujours un handicap. Maintenant, on a la chance que la culture française, les terroirs français, l'histoire et l'image de la France sont supérieurs en attractivité pour pouvoir mettre de côté sa fiscalité. Les investisseurs, ils demandent également de plus en plus de résilience climatique. Est-ce que ça devient un critère de plus en plus présent dans les négociations? Bien sûr. On est tous concernés par le climat, on est tous concernés par tout ce qui est sustainability. Et je dirais, tout ça, ça va rentrer en jeu. Et ça fait partie des enjeux de demain, parce que le bouleversement climatique, le changement climatique entraîne plus de chaleur, des périodes, des saisons qui se décalent, le gel qui arrive plus tard ou plus tôt, le soleil qui est peut-être trop fort à certains moments. Donc tout ça, forcément, ça est à prendre en compte. Parce qu'évidemment, à la fin, le vin, c'est la terre, c'est le soleil, c'est l'air, c'est la nature. Et donc, il faut qu'il vit par rapport à un climat. Et donc, la qualité de la récolte, c'est la qualité de l'environnement. Une dernière question avant de passer à l'info du jour. À l'international, est-ce que les acheteurs étrangers s'intéressent toujours autant au domaine viticole français? Et si oui, quelles régions ont aujourd'hui la cote? La Bourgogne. La Bourgogne, le sud de la France, je dirais, le Pays-de-Dôme, qui se découvre, qui remonte bien, et puis surtout toute Aix-en-Provence et toutes les régions du sud. Bordeaux est un peu une vieille dame endormie et il serait temps que la vieille dame se réveille. Merci Laurent Demeure, on va se retrouver dans quelques instants. Tout de suite, l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une fraude immobilière qui fait des vagues au Pays Basque. Selon Sud-Ouest, plus d'1 millier de résidences secondaires à Biarritz et Hendaye auraient été frauduleusement déclarées comme résidence principale pour contourner la réglementation sur les locations touristiques. La préfecture dénonce une épidémie de fraude massive et prévient les propriétaires indélicats risquent jusqu'à 20 000 €
d'amende à méditer avant de basculer son logement sur Airbnb. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre invité Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europe 1 Realty. Et on parle aujourd'hui de transactions viticoles. Laurent, en tant qu'acteur global du luxe, pensez-vous que les domaines viticoles français sont encore bien positionnés face à la concurrence croissante des pays comme les États-Unis, l'Australie ou encore le Chili? Oui, bien sûr, nous étions leaders et nous le sommes toujours. Simplement, nous voyons des concurrents qui nous rattrapent, des parts de marché, qui nous grignotent des parts de marché. Mais nous sommes toujours le pays de référence pour le vin. Et c'est vrai que quand vous invitez des Américains, vous invitez des Asiatiques, vous invitez des personnalités de d'autres pays, ils attendent de vous, parce que vous êtes français, que vous choisissiez le vin à table. Ouais, c'est ça. Donc ça prouve bien que le réflexe français et vin, ça fait une pression. Mais pourtant, quand on est français, on est soi-disant tous des experts en vin. Et donc forcément, mais c'est vrai qu'il y a une compétition et que la compétition, les compétiteurs sont de plus en plus bons. Alors, la gestion d'un domaine viticole exige énormément de compétences. Le vin, bien sûr, le tourisme, le patrimoine, la gestion. Est-ce que les acquéreurs sont suffisamment conscients et préparés à cette complexité ? On revient un petit peu à la question sur la passion, peut-être. Voilà. C'est un petit peu similaire, si j'ai un peu répondu à la même chose. C'est complexe. En fait, je crois que tout métier est complexe. Ouais. Je crois que beaucoup, et moi je parle même dans mon métier d'immobilier. On revient à cette histoire de se lever un matin et de se dire, tiens, je vais m'acheter un domaine viticole. C'est comme mon métier, l'immobilier. Je l'ai dit, on a vu beaucoup de personnalités le faire. Hein, oui. Des acteurs. Mais parce que les acteurs, ils ont des moyens financiers, c'est pas eux qui font le travail. Bien sûr. Brad Pitt, le Miraval, c'est pas lui qui va se lever le matin pour labourer et préparer la vigne. Les rangs de vigne. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout métier, moi je vois mon métier d'agent immobilier, beaucoup de monde pense que c'est un métier facile. Oui. Quand vous rentrez dans un restaurant, vous dites finalement c'est pas difficile puisque ma maman elle me fait la cuisine, donc c'est pas difficile de servir. Mais tout métier demande une logistique, demande une organisation, demande une structuration, demande des capacités financières, des capacités marketing, des capacités logistiques, des capacités des technologies. Et il faut avoir tout ça en tête. Et la passion permet de faire vivre tout ça en plus. Ah tiens, il y a une autre région auquel on n'a pas parlé, c'est la Loire, et notamment avec la Provence, on en avait parlé tout à l'heure. Elles attirent pour leur potentiel œnotouristique. L'œnotouristique, ça devient de plus en plus important. On visite plus un chai, on vit une émotion aujourd'hui. On veut vivre une émotion, on veut une dégustation avec une émotion. On est dans cette terre de l'expérience. Voilà, on est dans l'expérience. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on va conquérir de nouveaux clients. La notoriété d'un domaine, est-ce que ça suffit à justifier un prix élevé ou pas ? Aujourd'hui, un terroir ne se vend plus uniquement sur sa légende. Il faut aussi sa rentabilité. La légende, c'est bien. Un beau nom, c'est merveilleux. Il faut aussi une rentabilité. Est-ce que vous avez comme ça de tête un domaine en ce moment viticole dans votre portefeuille chez Coldwell Banker Sûrement, mais il reste. C'est très confidentiel, Marc. C'est très confidentiel. Je ne pourrais pas trahir des secrets. Bon, écoutez, on va enquêter, on va essayer d'en trouver un. Quel rôle jouent les maisons internationales comme Coldwell Banker dans la valorisation de ces biens viticoles ? Est-ce que c'est une approche globale qui change la donne ? Est-ce que c'est votre approche globale, cet accompagnement 360 ? Nous, on est capable de faire une mise en scène du patrimoine. C'est-à-dire de transformer un domaine en un produit de luxe, de transformer peut-être, je dirais, on va parler le langage des investisseurs. Donc on va être capable de partager la passion, mais on va être aussi capable de parler de valorisation, de mobilité, de rendement. Et en même temps, on va être capable de parler d'héritage, d'authenticité, de prestige, de culture. Donc on est capable de mixer les deux mondes. Et on a aussi, nous, on est implanté dans la Napa Valley, on est implanté à Sonoma, on est implanté en Toscane, on est implanté dans le Piémont, on est implanté un peu en Espagne, dans Douro en Portugal, on est implanté un peu partout. Donc on a cette culture et des échanges entre nos équipes. Oui, c'est ça, vous n'avez pas
évidemment, comme vous êtes global, vous avez aussi des domaines ailleurs. Des domaines ailleurs et des clients, prestigieux. qui achètent un peu dans différentes régions. Le vin, c'est aussi la culture, hein, donc c'est de l'image, du récit. À vos yeux, un domaine viticole, c'est une entreprise ou une œuvre à transmettre? J'ai une œuvre, moi. Ça reste une œuvre. Et c'est une œuvre qui est dynamique. Parce qu'il faut quand même, c'est quand même. Mais l'œuvre, il faut, voilà. C'est une entreprise quand même. On ne peut pas penser c'est pas un tableau qu'on va afficher et qu'on va mettre sur un mur et qu'on va regarder. Il va falloir y participer. C'est-à-dire que c'est comme être un acteur. Il faut aller c'est comme une pièce de théâtre. On se contente pas de la regarder. Là, il faut aller sur la scène. Il faut être sur scène. Il faut jouer. Ouais. Enfin, si vous deviez ne retenir qu'un seul mot pour qualifier le marché viticole en 2025, ce serait lequel et pourquoi? 2025, je dirais, ne récompense pas forcément les plus grands domaines, récompense les plus agiles. Je dirais, on est dans un monde en 2025 où il y a eu quand même beaucoup de changements, il y a beaucoup de bouleversements. On voit qu'on a atteint les limites de la mondialisation, que les grands ensembles géopolitiques sont en train de se refermer sur eux-mêmes. On voit arriver le monde des tarifs, tarifs douaniers. Et donc, il va falloir être très agile dans cette période-là. Il va falloir être très agile parce qu'il y a des tensions géopolitiques qui vont avoir un impact sur les vignobles. Merci beaucoup, Laurent Demeure, président de Coldwell Banker European Realty, pour cette plongée dans l'univers fascinant des transactions viticoles. Cette émission, on la retrouve comme toujours sur la page Radio J Mag de YouTube et sur la nouvelle chaîne 100% IMO, accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 sur le site radioj.fr et sur l'application mobile Radio J. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.